Yo les bros, j'espère que vous allez bien, perso ça va nickel car aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième et dernière partie des analyses de Road to Laugh Tale, le mini databook publié dans le Shonen Jump pendant la pause de One Piece. Vous avez adoré le premier épisode au point de le propulser en 11e voire même 10e place des tendances YouTube à ma grande surprise, donc je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre engouement, c'est un plaisir, vraiment. Alors oui, aujourd'hui on va analyser le volume 3 et 4 de ce databook, ce sont les deux plus récents et surtout les deux derniers à sortir, mais rassurez-vous, on va faire ça en grande pompe puisque les sujets sont absolument fous. Luffy sera en grande partie au centre de cette vidéo ainsi que Nika et Joy Boy. Alors quels sont les véritables pouvoirs du Gear 5? Quelles seraient les origines de Nika? Eh bien on aura la chance de voir ce qu'Oda a et avait prévu sur la nouvelle transformation de Luffy ainsi que bien plus encore. Je veux pas m'avancer mais je pense que ça mérite une explosion des likes, défoncez tout, on va tenter de taper le top 10 des tendances encore une fois et abonnez-vous aussi parce qu'on va essayer de choper les 400 000 avant la fin de l'année et sans vous j'y arriverai pas. Merci les bros et commençons. Comme je le disais, ces deux volumes sont essentiellement centrés sur Luffy et plus particulièrement sur son Gear 5. Autant vous dire que si cette forme vous a passionné, cette vidéo est totalement faite pour vous. Tout comme les databooks précédents, nous avons droit à plusieurs récapitulatifs et le premier n'est nul autre que le récap de ce que l'on sait à propos de Nika et Joy Boy. Même si on connaît déjà assez bien l'histoire, plusieurs points révélés sont terriblement intéressants et nous font voir les choses d'une façon un petit peu différente. Déjà, il a encore précisé que le summum de la puissance de Luffy est de tourner l'imagination à la réalité. Son pouvoir n'est limité qu'à son imagination et à rien d'autre. C'est déjà ce qu'on avait voulu nous faire comprendre dans le chapitre 1044, mais c'est encore plus flagrant aujourd'hui et avec du recul on se rend très vite compte que le fruit de Luffy est tout simplement le plus puissant de tous. Car si on en croit ces déclarations et si nous les prenons littéralement, alors tout ce que Luffy imagine faire, il pourra le faire. Et ce, même si ça dépasse toutes les lois de la physique du monde. Surtout que les lois de la physique dans One Piece, bon... En tant que dieu du soleil, par exemple, il pourrait imaginer invoquer du feu et ainsi combattre en utilisant des flammes bien plus soutenues que le Red Hawk. Il pourrait également s'imaginer voler dans les airs un peu comme il a fait face à Kaido justement, ou même conférer les propriétés du caoutchouc à un autre personnage que lui-même. Tout ça c'est que de la théorie, c'est pas dans le Road to Laugh Tale, mais j'ai plein de choses à dire à ce sujet et je le ferai encore plus loin, mais l'idée est vraiment de comprendre que tout ce que Luffy peut imaginer, eh bien il pourra également le reproduire. Donc ne vous étonnez pas si les prochaines compétences et les prochains pouvoirs de Nika sont encore plus loufoques que ce qu'on a l'habitude de voir puisque c'est l'essence même de ce fruit. Tout simplement. Ensuite, il est mentionné que les esclaves de l'ancien temps croyaient déjà en Nika. À mon sens, cela signifie donc que Joy Boy avait le fruit de Nika ou même que Joy Boy était le vrai Nika d'origine. Mais pas seulement. À l'époque, il existait déjà des esclaves, et ça change beaucoup de choses. On a tendance à penser et à dire que l'époque de l'ancien royaume d'il y a 900 ans était idéale avant que la grande guerre qui éclate le fit disparaître. Mais deux hypothèses sont parfaitement probables. La première, la plus simple et basique, Joy Boy était autrefois à la tête de l'ancien royaume, ou du moins il en était l'une des principales figures. En découvrant les agissements des autres pays et nations, basant leur évolution sur l'immoralité de l'esclavagisme, il prendra les armes et libérera les prisonniers. Incarnant le soleil au milieu des ténèbres, il faisait rire les esclaves en dansant et en se mouvant dans tous les sens, tout en utilisant le pouvoir infini de son imagination pour apporter de la joie et les délivrer. Bien qu'il apporte de la joie aux prisonniers libérés, il générera aussi la haine des royaumes attaqués, ce qui en découlera la fameuse coalition des 20 royaumes et la grande guerre menant au siècle oublié. On imagine sans souci qu'Oda a un scénario largement plus développé que ce que balance le pauvre Goji dans sa chambre, mais dans l'idée et les grandes lignes, c'est à peu près l'histoire typique que j'attends de Joy Boy. Mais on en vient à la deuxième théorie, si c'était tout l'inverse. Si notre croyance sur l'ancien royaume était infondée et qu'ils étaient en réalité, et tout comme le gouvernement mondial actuellement, des esclavagistes. Joy Boy serait en réalité comme Luffy, un homme n'appartenant à aucun royaume, toujours en quête de la liberté ultime, il était habité de la même volonté à libérer les peuples opprimés, dont ceux du plus grand et prospère royaume de son époque. Il se serait allié à 20 autres royaumes, le futur gouvernement mondial, qui se serait servi de lui et sa puissance pour renverser leur ennemi. Malheureusement, la véritable nature de ces 20 rois n'était guidée que par l'avarice et le pouvoir. Ensemble, ils se débarrassèrent de Joy Boy qui devait les aider à libérer le monde. Alors, j'aime beaucoup ce scénario car en prenant du recul, on voit toujours l'ancien royaume comme dirigé par les gentils sans qu'on ait aucune preuve. On associe également toujours Joy Boy à ce royaume comme s'il en était une de ses têtes d'affiche, là encore sans preuve tangible. Si Luffy et l'ancien Joy Boy sont vraiment habités par la même volonté et que nous pouvons retrouver dans leur histoire un certain parallélisme, alors le Joy Boy d'il y a 800 ans n'était peut-être pas du tout relié à l'ancien royaume. C'était possiblement un aventurier en quête d'aventure et de liberté, à la recherche des secrets de son monde antique et qui finit par devenir le symbole Nika en libérant les esclaves et prisonniers des royaumes de l'époque. Bref, je me suis étalé encore une fois, on passe à la suite, mais au moins une autre vision sur cette histoire a été apportée, une vision que j'aime beaucoup.
Bon, toujours concernant Nika et le Gear 5. Luffy peut donc bien rendre caoutchouc son environnement tel un paramécia éveillé, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a réussi à empoigner un éclair. Maintenant, il ne serait donc pas étonnant qu'en plus des éléments comme la foudre, l'eau, le vent ou même le feu puissent subir les effets de l'éveil de Luffy pour qu'il les utilise à sa guise. Et on n'oublie pas, il peut faire tout ce qu'il veut grâce à son fruit du démon et son imagination. Il est dit que les battements de son cœur sont liés au pouvoir du dieu et que le rythme entendu sur Skypiea pendant la danse était le même que celui du dieu Nika. Une nouvelle fois, Oda nous prouve que les événements majeurs de son œuvre sont prévus des années à l'avance. Cette scène du chapitre 253 possédait déjà les attributs du dieu solaire Nika en 2002, il y a 20 ans. Malgré tout, que cela signifie-t-il réellement? Eh bien tout d'abord, la danse et la musique de Skypiea n'auraient comme origine que Luffy. En effet, contrairement au banquet final rempli de Shandia et Skypiea connaissant bien la culture de leur pays, la scène du chapitre 253 ne montre que les Mugiwara et les loups, aucun local pour donner le rythme du tambour ou de la musique. C'est pourquoi je pense qu'à ce moment précis et inconsciemment, Luffy était guidé par l'esprit de Nika. C'est peut-être pour ça qu'il a fait danser les loups, son imagination l'a poussé à vouloir que tout le monde danse à ses côtés, même les animaux qui ne sont pas censés le faire. Plus encore, Nika était peut-être une entité liée à cette tribu. Le fait que ce soit révélé ici, que Skypiea montre plusieurs scènes de Luffy dans l'ombre ressemblant étrangement au dieu soleil, et que justement ce dieu soleil soit mentionné dans les rituels sacrés des Shandia, je pense très sincèrement que c'est pour nous faire comprendre que Nika fait partie de cette tribu. Et ça ferait encore plus de sens aujourd'hui, le banquet improvisé de Luffy avec les loups serait l'une des facettes de Nika étant apparue naturellement et inconsciemment, expliquant les battements de cœur similaires avec le tambour. Quand le nom de Nika a été révélé pour la première fois au chapitre 1017 ainsi que sa silhouette, c'est exactement la pensée que j'ai eue. Vous voyez que je dis pas que des conneries. On va conclure cette partie en passant à Joy Boy, puisqu'une phrase a attiré mon attention, qui va répondre aux prières du passé et devenir le Joy Boy du présent. À travers cette déclaration, nous avons bien la confirmation qu'un Joy Boy antique existait autrefois et qu'il a légué un héritage au Joy Boy du futur, pour répondre à des attentes. Cela fait donc 800 ans que le monde attend Joy Boy, car seul lui est capable d'accomplir un certain devoir. Alors j'ai souvent eu tendance à le comparer à une arme antique, et je continue à le penser, Joy Boy serait une réincarnation, un pouvoir et une volonté léguée et héritée, qui, à l'image des 3 armes antiques, ne se réveille qu'une fois par millénaire et qui remet de l'ordre dans le monde lorsque celui-ci va mal. Joy Boy n'aurait pas du tout le pouvoir de détruire le monde, contrairement aux armes antiques, mais bel et bien de le sauver. Ok, bon, on est qu'au début du premier databook et pourtant on est très loin d'avoir terminé, alors on va passer à la vitesse supérieure. En tout cas, cette rétrospective sur Nika et Joy Boy était vraiment nécessaire et passionnante en plus. Un listing complet des fruits du démon a été établi, alors forcément je vais pas vous les lister un par un, mais encore une fois j'adore ce genre d'initiative et je déplore réellement ce manque de fiches en français. J'en viens à penser que c'est un véritable miracle qu'on ait eu les databooks originaux parce que sans ça on n'aurait absolument rien du tout. Comme d'hab, il y a les habituels petits encadrés qui dévoilent malgré tout des éléments uniques et intrigants concernant les fruits du démon et leur éveil. Déjà il est dit des Zoan que ce sont des fruits du démon transformant en anciennes créatures n'existant plus dans l'écosystème moderne. Si c'est vrai, alors nous avons désormais la certitude que les formes animales des Zoan existaient bel et bien à l'époque, tels que les dinosaures, oui, naturellement, mais surtout les dragons comme Kaido, les phénix comme Marco, ou bien des êtres humains spéciaux transformés en fruits du démon comme le Bouddha ou même Nika. C'est fou et ça signifie bien que quelque chose transforme ces êtres en fruits du démon pour qu'ils continuent de vivre plus tard. Nika en serait la preuve parfaite et ça serait sans doute grâce au dieu soleil que l'on pourrait comprendre exactement comment fonctionne la nature des fruits du démon, leur origine. Parlons de l'éveil de ces fameux fruits car justement ici, on a besoin de précision. L'éveil des Zoan débloquerait une nouvelle transformation et n'affecte pas l'environnement contrairement aux paramécias. Ils deviennent plus résistants mais leur personnalité change et deviennent un peu plus sauvages. Ceci explique donc très bien le comportement de Luffy assez spécial et différent qu'il avait lors de sa transformation en Nika. L'éveil de son Zoan a beaucoup influencé son esprit et celui que nous avions devant nos yeux lors du combat contre Kaido était bel et bien Luffy, mais aussi la personnalité du Nika originel qui ressortait. En gros, les Zoan, contrairement aux autres fruits du démon, ont véritablement une volonté propre, normale s'il s'agissait d'être vivant par le passé, qui prend le dessus lors de leur éveil ultime. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait le Gorosei récemment en parlant du Gomu Gomu no Mi. En tant que Zoan, il parvenait toujours à s'en échapper, et ça c'était en partie à cause de sa volonté. Ça me permet de rebondir sur cette petite révélation puisqu'il est également dit qu'au cours des dernières années, cette caractéristique a permis le développement d'une technologie permettant
de nourrir les Zoan aux objets inanimés. En somme, Vegapunk a compris qu'il pouvait uniquement assimiler des Zoan à des objets inanimés, car ces fruits du démon possèdent la volonté d'un être ou d'un animal. Voilà, c'était un petit peu long mais passionnant, surtout qu'on parle généralement assez peu des Zoan, alors la récente révélation sur le Ito Itonomi de Luffy permet d'analyser et de se focaliser un petit peu plus sur cette étrange catégorie de fruits du démon. Et bien voilà, on peut passer au sketch de ce troisième databook qui concerne un personnage très apprécié de la communauté, Yamato. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Oda est passé par un nombre incalculable d'étapes pour définir ce que sera véritablement Yamato aujourd'hui. À l'origine, elle était spécialiste en art martial, un peu comme Sanji, et possédait même un troisième œil. Oui, de la même tribu que Pudding, ceux qui seraient capables de lire les poneglyphes grâce à leur pouvoir. Rien de plus à ce sujet, mais je crois que ça aurait été ma version de Yamato préférée, suivie de très près par la Yamato Samouraï. Forcément, il avait fait une version de Yamato devenu samouraï et se battant avec un katana, et j'avoue que là, ce croquis, c'est un niveau de flow rarement atteint dans One Piece. Au final, quand je vois les croquis qu'il a fait, j'ai presque l'impression que la Yamato qu'on a actuellement, c'était un Pokémon de la première génération. Bon, sinon, tous ces croquis étaient très stylés la concernant. On nous révèle également l'intégralité de cette technique en forme hybride, ainsi que le plan de Kaido qui était de la nommer Shogun de Wano Kuni à la place d'Orochi. Des notes concernant un journal de bord qu'elle tiendrait sont également inscrites et en effet, il semble qu'Oda avait dans l'intention de la faire partir en mer et lui faire tenir un journal de bord, tout comme ce qu'a fait Oden en quittant Wano Kuni. Alors s'agit-il d'une idée qu'il entretient toujours et que Yamato sera toujours la scribe de l'équipage de Luffy lorsqu'elle prendra la mer avec lui? Croise les doigts les refs. Ok, on a terminé avec le troisième databook, passons désormais au quatrième et au dernier qui est encore une fois absolument captivant. Bien sûr qu'il est captivant puisqu'après avoir vu Joy Boy et Nika dans le dernier volume, c'est le Gear 5 de Luffy qui est mis à l'honneur. Oui, le Gear 5 c'est Nika, mais là on va parler de sa symbolique et de son pouvoir dans le combat contre Kaido. Ça commence déjà avec un truc qui a rien à voir, non, ne vous inquiétez pas. C'est le listing des 66 primes de One Piece dépassant les 100 millions de berries avec, évidemment, la mise en avant du top 10 des plus grandes primes connues à ce jour. Que des informations que nous avons déjà, mais El Famoso petit encadré indique que les primes de nombreux personnages ne sont toujours pas révélées, telles que celles de Chebek, Rayleigh, Dragon, Baggy, Boa et Mihawk. Alors dites-moi en commentaire à quel montant vous estimeriez les primes de ces 6 monstres, sachant qu'ils ont chacun au moins une particularité pour qu'elles soient vraiment colossales, voire même plusieurs. Oui, même Baggy qui est devenu empereur, je vous rappelle, ça suffit pour justifier des primes à plusieurs milliards. Donc est-ce que Dragon et Chebek ont une prime supérieure à Roger? Est-ce que Rayleigh a la prime d'un Yonko? À combien de milliards s'élève celle de Mihawk? Allez-y, faites vos estimations avant qu'elles soient révélées dans One Piece, car ça ne saurait tarder. Moi, je vous les mets quelque part à l'écran. Venons-en au Gear 5, à ses croquis, aux idées qu'Oda a eues et les éléments que l'on peut en tirer pour la suite de l'histoire. Et ça commence déjà assez fort avec des formes différentes de ce nouveau Gear. Dans ses notes, Oda avait prévu l'apparition d'un Gear géant qui aurait fait partie initialement de la transformation de son éveil. Alors oui, Luffy s'est bien transformé en géant au chapitre 1045, tout juste après avoir utilisé le Gear 5 justement, mais si on en croit les croquis d'Oda, ce n'est pas qu'une simple technique. Difficile de savoir ce qu'il voulait en faire réellement, mais cette forme gigantesque serait liée d'une façon ou d'une autre à Nika, et on peut s'attendre à ce qu'elle revienne et à ce qu'elle soit davantage exploitée. Alors est-ce que ça a un lien avec le chapeau géant de Marie-Joise, qui aurait théoriquement été possédé par l'ancien Joy Boy et donc l'ancien Nika? Eh bien écoutez, pourquoi pas. Mais le plus passionnant dans ces notes est sans conteste cette forme de Luffy enragé que l'on retrouve dans le coin inférieur. Ne vous rappelle-t-elle pas un autre personnage? Plus précisément, la transformation d'un personnage à la pleine lune qui vit isolé sur une île fantôme mouvant sur Grand Line. En effet, ce Luffy ressemble étrangement à Carrot pendant sa transformation en Sulong sur Whole Cake Island. Alors ok, cette comparaison ne semble avoir pas trop de sens au premier regard, pourtant c'est certainement l'une des plus grosses révélations que l'on a pu avoir concernant Luffy, le Gear 5 et peut-être même l'origine de Nika. Tu m'entends? Je vais vous faire un comparatif du Gear 5 de Luffy et du Sulong des Minks, et vous allez réaliser à quel point c'est une dinguerie. Le Sulong est une transformation qui rend le pelage des Minks entièrement blanc, tandis que leurs yeux sont d'un rouge vif. Le Gear 5 de Luffy le rend également d'un blanc pur, chose encore confirmée dans ce databook justement, et d'après les couleurs officielles de l'une de ses figurines, ses yeux sont rouges. Le Sulong des Minks les épuise à en mourir. S'ils ne se contrôlent pas et s'ils ne s'arrêtent pas, alors la fatigue pourrait les emporter. Luffy en Gear 5 avait une espérance de vie réduite, au point que cette nouvelle transformation divine s'était estompée pendant un bref instant durant son combat. Lui-même avoue que cette forme l'épuise énormément. Pour finir, les Minks se transforment en Sulong au contact des rayons de la pleine lune, tandis que Luffy, lorsqu'il est apparu dans sa forme Nika pour la première fois, l'a fait devant une magnifique pleine lune. C'était là, devant nos yeux, totalement évident, pourtant la beauté et le choc du Gear 5 nous a absorbés dans une bulle où la forme Sulong semblait ne pas exister. En tout cas, moi je l'ai carrément zappé. Pourtant, les preuves sont là et elles sont incontestables
incontestable. Le Sulong et le Gear 5 ont un lien, ou peut-être même les Minx et Nika. Et encore, ce n'est pas fini car on peut creuser encore plus en profondeur. Zunesha et Joy Boy sont intimement liés d'après la révélation de l'éléphant antique. Ce dernier est le protecteur des Minx quand Joy Boy, lui, possédait le même fruit du démon que Luffy. On dit de la forme Sulong qu'elle fait ressortir les souvenirs d'un instinct primitif chez les Minx, et je vous rappelle que plus tôt dans la vidéo, nous avons pu découvrir que les Zoan éveillés dévoilaient leur nature primitive et animale, chose qui est arrivée à Luffy. En bref, les similitudes sont nombreuses et troublantes. Alors pouvons-nous continuer sur ce chemin de comparaison pour prédire l'histoire de Nika? Le principal point commun entre le Sulong et Nika, pour l'instant, c'est la lune. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'astre lunaire aurait quelque chose à voir avec Nika. Alors, vous allez me dire, oui, car il et le soleil sont parfaits opposés. Et c'est totalement vrai, oui, bravo. Mais il doit y avoir quelque chose en plus. Tout à l'heure, on pouvait voir que Nika avait véritablement un lien avec les Shandia et leur culture. Et le hasard fait encore une fois très bien les choses dans One Piece, puisque les Shandia sont eux-mêmes liés à la lune, tout comme les autres races ailées. C'est à Ener que nous devons cette découverte. Lorsqu'il s'est rendu sur la lune, la cité antique qu'il y découvrit se nommait Bidka et semble être détenue par 3 entités ailées. Mais vous connaissez la suite, en manque de ressources, ce trio lunaire est descendu sur Terre et aurait fondé une nouvelle Bidka, l'île céleste d'où provenait Ener. Pas seulement, ils seraient aussi les ancêtres des 3 races célestes, dont les Bilkans, oui, mais aussi les Shandia et Skypéiens. On en vient alors à une sorte de paradoxe. Si Nika est bien Shandia, alors en plus d'incarner le dieu du soleil, il tire également ses origines directement de la lune. Ce qui expliquerait peut-être comment et pourquoi le Gear 5 et le Sulong sont si similaires et pourquoi Luffy a dévoilé Nika devant une pleine lune. Cette dernière cache malgré tout encore bien de secrets. Si le soleil a un rôle si important dans One Piece, pourquoi pas la lune? Existe-t-il un dieu de la lune? Un fruit du démon semblable à celui de Luffy mais façon astre lunaire? Serait-ce tout simplement Barbe Noire, le parfait opposé à Luffy, ou bien un autre personnage? Je m'égare mais c'est trop passionnant. Vraiment. Bon, je voulais conclure le passage avec le Sulong et le Gear 5 avec cette petite remarque. Les Minx sont connus et craints pour leur capacité à utiliser l'électricité, leur forme Sulong a d'ailleurs tendance à encore plus amplifier cet effet. Bien que cela puisse paraître étonnant dit comme ça, mais Luffy pourrait peut-être développer la même compétence en Gear 5 et générer de l'électricité à l'image du Sulong. Je rajoute tout ça dans la longue liste des théories que j'ai à faire, on reviendra dessus à un moment donné, c'est promis. Pour finir sur Luffy et le Gear 5, il est dit que plus il rit, plus il devient fort. Cette phrase, on l'a déjà eue au chapitre 1011 et elle a forcément pris un nouveau sens quand la forme de Nika est apparue, une transformation se basant essentiellement sur le rire. Alors, est-ce une vérité ? Luffy devient-il encore plus fort en rigolant? Si l'explication de ce phénomène n'est pas tout à fait claire, cette idée m'a moi-même fait beaucoup rire car le but de Luffy n'est-il pas justement de rire? Il est à la recherche du One Piece et marche dans les traces de Goldie Roger. Ce dernier a accompli le tour du monde dont rêve tant Luffy en découvrant et posant pied sur une île qu'il baptisera Laftel. Tout juste après avoir ri aux larmes en découvrant le trésor de Joy Boy. Luffy atteindra donc le summum de sa puissance, le sommet de sa force après avoir entendu l'histoire de son prédécesseur, l'ancien Joy Boy, et après avoir ri comme Roger et son équipage. Ce n'est donc qu'après être arrivé sur Laftel que Luffy pourra vaincre ses derniers et plus puissants adversaires. Et pour finir, ce dernier databook met en avant 3 histoires qui auraient pu apparaître dans One Piece mais qui sont restées qu'au stade de croquis et de notes. La première mettait en avant Kurokoma, le rival de Yogoro, mentionné dans le chapitre 960. Il était censé apparaître dans l'histoire et son intrigue devait être un peu plus développée. Ensuite, les origines de Kiku et Izo. Là, c'était assez similaire à ce qu'on a eu, mais encore une fois, c'était simplement plus développé, pas forcément ultra nécessaire. Et puis, le lien entre Yamato et Fuga. On a pu le voir dans les chapitres, Sunnumbers et Yamato semblaient avoir une connexion, aussi infime soit-elle, montrant qu'ils se connaissaient assez bien et qu'ils avaient un background commun. Pour le coup, c'était plutôt simple, Fuga aurait mangé un fruit du démon contrairement aux autres Numbers, rendant Kaido fou de rage contre lui. Yamato l'a réconforté et s'est lié d'amitié avec lui. Tout simplement pipou. Alors concrètement, ça n'apporte rien de fou comparé à tout ce qu'on a pu voir, ça ne va pas changer votre vision de One Piece, mais ça reste toujours intéressant de connaître les plans prévus à l'origine pour certains personnages. Eh bien voilà les bros, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura autant plu que la première, c'était un plaisir immense d'avoir pu analyser ces 4 volumes avec vous. Merci de m'avoir suivi. À l'avenir, si de nouveaux databooks sortent, vous pouvez compter sur moi pour vous les proposer en vidéo. Un grand merci à vous de votre soutien et de la force que vous donnez quotidiennement, c'est très important pour moi et pour la motivation surtout, ça donne envie de rien lâcher donc vraiment merci encore. Prenez soin de vous et de vos proches, peace les bros.